Bonsoir à toutes et à tous et ravi de vous retrouver comme tous les soirs sur Média TV pour cette dernière émission de la semaine, 60 minutes pour comprendre. Nous sommes le vendredi 8 janvier et nous sommes en direct comme tous les soirs et comme tous les soirs. Nous allons essayer de mieux comprendre ce qui fait l'actualité nationale et internationale avec vous. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, la page Facebook de Média TV ou sur le compte Twitter de l'émission sur le hashtag 60MPC. Vous le savez, vos réactions et vos questions nous permettent d'alimenter notre discussion de ce soir. Les invités qui ont accepté d'être avec nous ce soir sont Monsieur Ahmed Eitz Brahim. Vous êtes chargé d'études au sein du ministère du Développement social, de la Famille et de la Solidarité. Bonsoir. Abdelmjid Makni, vous êtes secrétaire général du collectif pour la promotion des droits des personnes en situation de handicap, le CPDPH, et vous êtes membre du CNDH. Merci d'être avec nous ce soir. Et enfin, Monsieur Mohamed El Khadiri, vous êtes président de l'Amicale marocaine des handicapés, l'AMH, et membre du CESE et président du Centre de recherche et développement sur le handicap. Merci, messieurs. Ex-président, pardon, excusez-moi, ex-président. 1,53 million de concitoyens et de concitoyennes souffrent de handicap, soit 5% de la population marocaine. Et ce sont des chiffres de 2004, des personnes qui ont encore du mal aujourd'hui à accéder à un emploi, à l'éducation ou à des soins adéquats. Le gouvernement actuel s'était engagé à prendre les mesures nécessaires pour répondre à leurs besoins spécifiques. Qu'est-ce qui a été fait ? Comment la société civile accueille-t-elle ces mesures? Une décennie après la dernière étude, où en est-on aujourd'hui des chiffres et des besoins? Droits des handicapés, en fait-on suffisamment? C'est le titre de l'émission de ce soir. La colère des associations marocaines d'aide aux personnes handicapées. Le motif de leur mécontentement, le projet de loi pour la promotion des droits des personnes en situation de handicap. Elles reprochent aux autorités, d'une part, de ne pas s'être concertées avec la société civile pour élaborer ce texte, et d'autre part, d'avoir introduit des dispositions qui portent atteinte à son effet contraignant. La question des droits des personnes en situation de handicap a été soulevée il y a 8 ans avec le lancement d'un débat national par le ministère du Développement social, de la Famille et de la Solidarité. Un débat qui a abouti l'été dernier à l'adoption du projet de loi sur la protection et la promotion des droits des personnes handicapées. Projet de loi qui a donc été modifié et qui est passé de loi spécifique à loi cadre, autrement dit une loi au contenu très général. Ce texte est actuellement en attente d'approbation finale. C'est le premier texte de loi portant sur les droits des personnes handicapées qui soit à l'étude depuis que le Maroc a ratifié en 2009 la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Il y a 3 mois, Human Rights Watch avait étudié ce projet de loi et avait conclu qu'il était loin de garantir l'intégralité des droits des personnes en situation de handicap, y compris le droit à l'éducation. Pour l'ONG, tous les enfants atteints d'un handicap devraient être scolarisés dans des écoles ordinaires au sein de leur communauté grâce à certaines adaptations. L'organisation appelle aussi à supprimer les dispositions qui priveraient les personnes handicapées de leur capacité juridique en veillant à ce que ces personnes bénéficient d'un soutien de manière à exercer leurs droits sur un pied d'égalité avec les autres personnes. Bien, messieurs, nous allons essayer bien sûr de comprendre, de dresser la situation de nos concitoyens et concitoyennes handicapés au Maroc. Nous verrons ça dans la deuxième partie de l'émission. Mais là, ce qui fait l'actualité aujourd'hui, c'est ce projet de réforme de la loi sur la protection et la promotion des personnes en situation de handicap. Alors, juste pour que les gens qui nous regardent comprennent bien ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qui a finalement déclenché, on va dire, cette levée de bouclier de la part du collectif notamment et de la part des collectifs qui rassemblent toutes les associations qui permettent de défendre les droits des personnes handicapées. Qu'est-ce qui a changé? On a bien vu dans le reportage, on passe d'une loi en tant que telle, une loi spécifique, à une loi cadre. Bien, le constat est là. Il y a tout un travail qui a été fait pendant 4 ans avec la société civile. D'abord, c'est un projet qui a été proposé par la société civile et qui a été porté par l'ancien gouvernement, et qui a permis en quelque sorte de faire un travail sur le terrain, aussi bien avec les institutionnels qu'avec la société civile, et trouver un terrain d'entente, des compromis par rapport à la garantie de la jouissance des droits. Finalement, on se retrouve avec une proposition de loi cadre, une loi cadre qui est un peu timide, parce qu'elle ne cerne pas réellement les objectifs auxquels aspirent les personnes handicapées. Elle ne cerne pas leurs besoins, mais elle essaye de cadrer. C'est vrai que la Constitution permet de faire des lois cadres, mais une loi cadre doit quand même être bien formée de manière à ce qu'elle puisse répondre à des besoins
des besoins réels qui sont sur le terrain, une population qui a pendant des décennies essayé d'avoir et d'accéder à des droits, et là le fait d'avoir une loi, c'est garantir l'effectivité des droits en quelque sorte. Cela n'a pas abouti parce que ce projet nous remet quelques années en retard et va nous ramener encore vers une situation où nous devons attendre encore des décennies pour avoir une garantie totale des droits des personnes. Alors, avoir une loi qui protège les personnes handicapées, c'est quoi? C'est juste pour qu'on aille concrètement dans le détail. Enfin, on va pas voir toutes les dispositions de la loi, mais en gros, si on doit légiférer pour protéger les droits des personnes handicapées, il faut bien qu'ils deviennent des citoyens à part entière. Donc aujourd'hui, entre le projet de loi, enfin la loi et ce projet de réforme, qu'est-ce qui a fondamentalement changé? Absolument, c'est d'accord. D'abord, nous nous considérons comme des citoyens. On ne voit pas pourquoi nous allons nous considérer autrement. Alors dans le concept, on est tout à fait d'accord. Après, la loi, c'est elle qui finalement c'est pas la première loi qui existe. Il y a eu des lois qui étaient adoptées par le Maroc depuis déjà les années 80, et puis il y avait des lois qui étaient adoptées les années 90 et 2000. Mais il y a un consensus général au Maroc que ces lois ne répondent pas aux besoins. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a le besoin de faire une loi. Ce besoin, il a été vu et il y a une réponse à ça pendant l'ex-gouvernement. Donc on a fait ce projet de loi qui a été fait avec concertation avec la société civile. Il y avait le consensus général de cette loi avec Madame Srlé. Et puis, Sa Majesté le Roi, il avait fait une lettre en demandant que la loi soit adoptée par le Parlement. Et puis, il y avait quelques réticences. La loi, elle a pris son acheminement. Elle est allée jusqu'au Conseil de gouvernement, donc ce projet de loi. Et puis après, le Conseil de gouvernement a considéré qu'il y avait des choses à revoir et la remet au secrétariat général, qui la remet au ministère. Entre-temps, le ministère a changé, il y a un nouveau ministère qui est venu, et donc la ministre, après que cette lettre de Sa Majesté le Roi elle a été adressée dans un congrès international à Marrakech, on a commencé un peu à s'activer pour faire une loi. Il y avait quelques réticences, notamment les réticences du ministre des Finances, qui trouvait que la loi engageait de payer sur des finances un peu trop. Mais même le ministre des Finances a levé le bouclier et la loi est allée au secrétariat général du gouvernement. Tout ça, c'est en 2014. Et puis, tout à coup, on nous sort un projet de loi, le loi cadre, auquel personne ne s'attendait, personne n'a participé, on n'a jamais entendu parler de ça, c'était une espèce de secret d'État, et on nous sort ce projet. Bien sûr, nous avons tous été choqués et étonnés de voir qu'un projet pour lequel on a travaillé pendant 8 ans, il a été écarté, et un projet tout neuf qui a été, on va dire, mijoté à l'intérieur de la bureaucratie. Il ne sort sans aucune concertation avec la société civile. Et là, moi, je souhaiterais quand même m'arrêter, parce que consulter la société civile, c'est pas une charité qu'on nous donne. La Constitution, elle est venue clairement... Ça se fait pour toutes les autres lois. On est exactement. Notre Constitution, notamment l'article 12, il statue sur la participation de la société civile, sur la démocratie participative. Il est clair que la société civile a un rôle constitutionnel de pouvoir élaborer, mettre en œuvre et évaluer tout le travail qui est fait par le gouvernement. Et donc ça, nous considérons que cet aspect-là de la Constitution, il a été tout simplement violé. Et donc la société civile, et je dois dire que la société civile, en ce qui nous concerne, elle est particulièrement importante, parce que tout le travail du terrain qui se fait en faveur de personnes handicapées, il est fait par la société civile. L'ensemble des structures, l'ensemble des actions, ils sont faits par la société civile, à l'exception de quelques vraiment très rares initiatives et structures qui sont prises par l'État. Alors, Seyd Brahim, vous représentez le ministère du Développement social, de la Famille et de la Solidarité. On ira vraiment, j'aimerais qu'on aille concrètement sur ce qui a changé, ce qu'il y a dans la loi, parce que bon, ça, on a bien vu le cadre dans lequel elle avait été formulée, et là, ce projet de réforme, mais une loi sur la protection, ça veut dire quoi? On va parler du droit à l'accès à l'emploi, à la scolarité, etc. On ira en détail. Alors, vous avez entendu ce qui a été dit à l'instant. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
De prime abord, je vous remercie du choix de la thématique, quand même une émission qui connaît une forte audience. Et permettez-moi d'apporter un éclairage par rapport à ce projet de loi cadre. Le processus est encore à sa dernière phase au Parlement. C'était un processus qui a démarré depuis 2008. Effectivement, comme vous le savez, le Maroc a connu deux contextes politiques différents. L'année charnière, c'était 2011. À partir de 2011, il y a deux grands événements. Il y a d'abord la Constitution 2011, dans son préambule qui bannit toute discrimination fondée sur le handicap, et surtout l'article 34, qui oblige les pouvoirs publics d'élaborer une politique publique intégrée. Deuxièmement, il faut quand même noter l'événement en 2009, c'est que le Maroc a ratifié une convention internationale et son protocole facultatif. Ratifier une convention internationale, vous avez une assise constitutionnelle qui oblige de faire une politique publique, ça veut dire que le handicap est au centre, est une question aujourd'hui, est une problématique politique qu'il faut l'aborder dans sa globalité et dans sa transversalité. Parce que 5% de la population, c'est pas rien. Oui, bien sûr. On n'est pas en train de parler de... On en parlera sur une petite minorité, c'est quand même... Oui, oui. Oui, tout à fait. Et alors ça, c'est les chiffres de 2004. On reviendra tout à l'heure sur les chiffres. Alors le projet de loi cadre, d'abord, c'est caractérisé par deux choses. Sa globalité, sa transversalité. Le handicap, ce n'est pas une affaire sectorielle, c'est une affaire de l'État, de tous les secteurs. Deuxièmement, c'est que ce projet de loi cadre, contrairement à la loi spécifique, si on fait la comparaison, c'est qu'il s'inspire de la Convention internationale. L'article 3, vous lisez l'article 3 du projet de loi, il y a les 7 principes fondamentaux. Le respect de la dignité, la non-discrimination, l'égalité femmes-hommes, et aussi le respect de ce qu'on appelle les capacités évolutives. Et je crois que si on fait la comparaison, le choix entre une loi spécifique et une loi cadre, j'opte pour la loi cadre parce que ça permet d'harmoniser l'arsenal juridique national par la suite. C'est vrai, la société civile s'inquiète et met des réserves par rapport au temps, parce qu'en France, il a fallu une dizaine d'années pour produire des textes d'application. Mais je peux vous tranquilliser, vous rassurer qu'aujourd'hui, il y a une équipe de travail au niveau du ministère qui se penche sur des drafts de textes d'application. Parce que c'est ça. Ce qui inquiète la société civile, c'est surtout une dizaine de textes d'application qui vont demander peut-être du temps. Mais je vous assure qu'aujourd'hui, il y a déjà 3 drafts de textes d'application qui sont en cours. Voilà globalement, sommairement, ce que je pourrais dire par rapport à... Je suis content qu'on parle de draft Mais le problème ne réside pas au niveau des drafts que vous êtes en train de faire. Vous avez parlé de la transversalité, c'est un élément important. Donc il incombe à d'autres ministères, il incombe à d'autres départements de procéder à l'harmonisation des textes. Est-ce que vous allez pouvoir faire ça de manière concomitante, c'est-à-dire que vous serez en mesure de produire avec les 3 les différents textes? Je ne pense pas. Et vu la lenteur du législateur actuellement, je ne pense pas qu'on réussisse à faire passer n'importe quel texte en espace de 3-4 ans minimum. Donc là, je pense que c'est ce souci que nous, en tant que société civile, nous sommes dans une position où nous réclamons des droits actuellement. Alors, quels sont-ils? Justement, là, ça va nous permettre de parler concrètement. Vous nous parlez de draft. Qu'est-ce qui est aujourd'hui urgent pour nos concitoyens, pour vous, qui êtes en situation de handicap? Qu'est-ce qui est important? La première des choses, nous parlons de l'éducation. Si on peut parler d'éducation, c'est un élément important pour garantir la citoyenneté de tout un chacun. D'abord parce que ça va permettre d'abord de stabiliser les revenus pour les personnes. Une fois éduqués, vous pouvez accéder à un emploi, vous pouvez accéder à une vie normale et vous pouvez en même temps garantir à ce que vous puissiez avoir au moins un statut social. Ça, c'est très important pour les personnes handicapées. Il y a d'autres éléments qui sont aussi importants, c'est le travail pour les personnes handicapées. Le travail pour les personnes handicapées, actuellement, vu les diplômes les gens diplômés, il n'y a que 2% des personnes handicapées, de ceux qui accèdent à l'éducation, qui arrivent à obtenir un diplôme universitaire et qui leur permet d'accéder à un emploi décent. 2% des personnes handicapées qui ont accès à l'éducation ont un diplôme. Voilà.
D'accord. Je crois que c'est même... non, mais bon, voilà, c'est important de mettre en lumière ce type de chiffres. C'est quand même assez alarmant. Parce qu'avoir un diplôme, ça ne veut pas dire qu'avoir un emploi. Ça veut pas dire mais déjà, c'est déjà une dignité de la vie. En fait, tout est important. Nous sommes dans une situation où nous avons une tranche de notre population qui a été historiquement discriminée, marginalisée, pour laquelle cachée, bien sûr, et qui a été écrasée par la pauvreté, par l'analphabétisme, par l'ignorance, par aussi tout, comme vous avez dit, caché par tous les aspects culturels, de la superstition, etc., où les gens... Et donc, actuellement, les choses avancent. Il y a une prise de conscience qu'il faut, depuis déjà 8 ans, la prise de conscience, comme vous avez dit dans votre introduction, et nous avons 8 ans de retard. Et nous avons devant nous un texte de loi cadre qui encadre, qui donne seulement la vision du gouvernement, pour lequel il faut d'autres législations qui vont le mettre en application. Il y a dans le texte même, il y a 2 législations qu'il faut mettre en application. Et il y a 11 décrets d'application qu'il faut mettre en place. Et il y a 8 conventions avec la société civile, avec le secteur privé, etc., etc. Ça veut dire on a devant nous une vingtaine d'années pour pouvoir faire tout ça. Et nous parlons d'urgence. Tout de suite, maintenant, il y a des gens qui souffrent. Maintenant, il y a des gens qui n'ont pas accès à l'école. Maintenant, il y a des gens qui n'ont pas accès à la santé. Le travail, c'est extrêmement grave parce que nous avons devant le ministère ou devant le Parlement des personnes depuis 10 ans avec des diplômes qui sont là en train de manifester pour avoir un travail qui leur permette de leur dignité. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est? Quelqu'un qui est non-voyant, qui est dans le noir toute sa vie et qui arrive à aller au primaire, au secondaire, à l'université, obtenir un diplôme et à la fin, il se trouve dans la rue. Et c'est des situations dramatiques que les gens vivent, sans parler des familles. C'est les familles seules qui supportent le poids du handicap dans ce pays. Il n'y a aucune aide, aucun soutien, aucune subvention. C'est la famille qui prend tout le poids. Et quelques associations qui arrivent à faire... Et évidemment, tout ça, c'est lourd. La famille, il n'en peut plus, parce que même notre famille, comme vous savez, elle est en train de ne plus être comme avant. La famille nucléaire, etc., etc. Donc, il y a une urgence qu'il faut mettre en place un cadre. Et qu'est-ce qu'on peut espérer qu'un cadre juridique qui est contraignant? Parce que même ça. Alors, contraignant pour qui? Alors voilà, ça nous permet aussi de parler concrètement. Vous l'avez dit, c'est très transversal. Ça, finalement, on ne peut pas traiter la question des personnes handicapées dans un coin. C'est transversal. C'est le ministère de l'Éducation, c'est le ministère de l'Emploi, sur les collectivités locales, les régions, je sais pas, le ministère de l'Équipement, le ministère de la Santé. On peut parler de mobilité, d'accès à l'éducation, d'accès au logement, bref, c'est transversal. On est en train de parler de citoyens comme des autres, tout simplement, aujourd'hui. Alors, bon, dans cette loi 4, quel est le frein, finalement? Vous l'avez dit, le timing. On a besoin aujourd'hui de lois qui soient contraignantes vis-à-vis de qui? Prenons un exemple tout simplement. Sous le gouvernement Abbas El-Fassi, on avait prévu 7% des emplois du secteur public qui devaient être réservés aux personnes handicapées. Ça, par exemple, c'est des mesures extrêmement concrètes qui, doivent normalement mettre en évidence, faire de la discrimination positive, peut-être entre guillemets, le Basile Mahakawi a dit qu'il est impossible de réserver 7% de ces postes-là. Est-ce qu'aujourd'hui c'est ce type de mesure que vous cherchez dans des lois qui soient très claires, forcer des entreprises à accueillir des personnes handicapées, qu'ils aient des incitations fiscales, ce genre de choses pour employer des handicapés? Alors, avant de répondre à la question, il faut que je rajoute 2 choses importantes. On a parlé du projet de loi cadre. Je vais vous présenter un schéma. Il y a la politique publique qui a été approuvée le 24 novembre par la commission interministérielle présidée par le chef du gouvernement. Nous avons aujourd'hui un document politique... Encore un point noir sur lequel la société civile n'a pas été consultée. Il a été consulté. Non. Ici, on a été consulté au départ. Alors, laissez finir Ibrahim. C'est Ibrahim et je vous passerai la parole. Non. La politique publique, il a fallu 18 mois pour élaborer cette politique. Il y avait 5 ateliers régionaux et 2 ateliers thématiques sur la planification stratégique et la restitution. La société civile a activement participé. Nous avons maintenant un document qui a été approuvé par une commission ministérielle qui est décrétée. Il y a 9 leviers transversaux. Il y a 9 leviers transversaux. Il y a la législation comme levier transversal. Il y a 4 leviers thématiques. Il y a 3 leviers sur la gouvernance.
Et la Commission a pris des mesures urgentes. Et on va parler de 7%, justement, parce qu'il fallait réviser le décret. Et donc, nous avons maintenant une assise juridique, le projet de loi cadre qui est maintenant au Parlement, à la Chambre des représentants, parce qu'il a été approuvé par le Conseil des ministres, qui est présidé par Sa Majesté, la Chambre des conseillers. Maintenant, il est à la Chambre. Nous avons une politique publique, nous avons un mécanisme de régulation qui est la Commission interministérielle, et nous avons l'enquête nationale sur le handicap, parce que dans les jours à venir, on va décliner la politique en plan d'action, avec des actions et des indicateurs, etc. On en parlera en détail. Par rapport à votre question sur les 7%, vous avez raison. Depuis l'arrêté de la primature sur d'accorder 7% de la fonction publique par le secteur privé, il y avait des problèmes parce qu'il fallait 15 postes budgétaires pour avoir un poste aux personnes en situation de handicap diplômées. Et c'était toute une gymnastique. Maintenant, il y a un projet de décret, parce qu'on va diviser celui-là. Donc, il y aura un concours national commun, c'est-à-dire en amont, on va prendre le morceau de poste budgétaire, les 7% en amont, et comme ça, on va avoir quand même la visibilité sur le nombre de postes budgétaires et organiser tout un concours national commun et donner, comme ça, on peut maîtriser et contrôler les 7%. Mais attention par rapport au secteur privé. On ne peut pas, et dans tous les systèmes socio-économiques du monde, on ne peut pas obliger une entreprise de respecter un quota. Il faut faire ça se fait par ailleurs. Non, ça se fait comment? Il y a des modèles. Si on prend le modèle français, c'est qu'il y a des déductions, il y a des incitations fiscales en termes de cotisation sociale, en termes d'exonération. Tout à fait, c'est ce qu'on va faire. C'est qu'il y a des mesures incitatives, que ce soit alléger les charges sociales, la fiscalité. On prend le modèle tunisien. C'est pour cela qu'on... Qu'est-ce que sur ça, la loi ne parle même pas de ça, en fait. Le projet de loi, il a dit qu'il y aura une convention cadre avec le patronat, c'est normal. Par rapport à la fonction publique, oui, on peut arrêter le quota. Parce que l'État peut maîtriser quand même la fonction publique. Enfin, quand même, il y avait ces 7%, ça n'a pas été respecté. Bon, après, j'imagine que vous pouvez vous demander est-ce que ça sera respecté par la suite. Mais bon, avec la révision du décret, oui. On ne pourra jamais la respecter. Pour la simple raison que j'ai évoqué tout à l'heure un élément important, qui est la question de l'éducation. Oui. La majorité des gens qui ont été formés et qui ont des diplômes ne seront pas éligibles à certains postes. Déjà, c'est un gros problème, parce que la majorité des gens, je parle en connaissance de cause, s'adressent à des disciplines qui ne seront pas solvables par rapport aux différents types d'emplois qui seront offerts. Je suis content qu'on nous dise que les 7% seront pris sur la masse, très bien. C'est ce que nous demandions au départ, ça a été fait, c'est très bien, ou ça sera fait dans le futur, mais on se heurtera encore à ce problème, parce qu'il y a une grande majorité de personnes handicapées qui ne pourront pas accéder à l'emploi, et on va retrouver encore des personnes handicapées dans la rue en train de rechercher un emploi. Alors on prend peut-être pas on a peut-être commencé par la mauvaise mesure. On peut peut-être parler d'éducation alors. Si voilà. Alors on commence par le commencement. Oui. Aujourd'hui, l'accès à l'éducation, l'accès d'enfants qui peuvent être en situation de handicap, parce que on le verra tout à l'heure, il y a le handicap, on peut être handicapé dès son plus jeune âge, ou on peut le devenir. Donc ça c'est bon, il y a deux situations différentes. Mais qu'en est-il aujourd'hui, et dans la loi encore une fois, de l'accès du droit à l'éducation? On sait dans quel état est déjà notre éducation nationale. Donc dans ce contexte-là, dans quelle mesure on peut obliger, favoriser l'entrée et la pérennisation de l'éducation d'un enfant qui est handicapé, par exemple? Il y a un gros problème. Par rapport à l'éducation nationale, elle se décharge un peu de la question de l'éducation des personnes handicapées. Un peu. Bon, alors, en grande majorité, elle offre des espaces et quelques enseignants, mais tout le reste est fait par la société civile. Alors que nous, ce qu'on réclame en réalité, c'est qu'on réclame que le système éducatif intègre la notion de handicap. Et il ne s'agit pas juste d'offrir des espaces, il s'agit d'offrir la pédagogie, la suivi et tout le reste, tout ce qui peut cerner l'éducation des enfants. Et il ne s'agit pas de se limiter à une catégorie par rapport à une autre. Déjà, cette nomenclature ne se trouve pas au niveau du ministère de l'Éducation. Pour la simple raison, par exemple, nous avons les enfants qui sont sourds, ils n'arrivent jamais à dépasser le stade de la 5e année fondamentale.
c'est un gros problème. Alors qu'ailleurs, nous avons des enfants, des jeunes qui arrivent à des diplômes universitaires. Nous sommes face à une situation où... On a des techniques d'apprentissage qui sont éprouvées depuis... oui. Voilà. Alors, c'est pas... Ça veut dire que notre ministère... C'est même plus vraiment un handicap. Ça veut dire que le ministère de l'Enseignement n'a pas évolué en lui-même. Nous avons un ministère qui dénie et dénigre pratiquement la question de l'éducation des enfants handicapés. Et ça, c'est un gros problème. Il faut revenir à la charge pour... C'est vrai que les propositions qui ont été faites par le Conseil supérieur de l'enseignement et dans son 4e levier, il propose qu'il y ait des actions importantes et il parle de système éducatif qui doit être refait, pratiquement pour englober la question de l'homme. Nous parlons d'une inclusion réelle de la question de l'handicap. Et ça demande un travail de fond au niveau du ministère de l'Éducation. C'est très bien. Oui, alors il y a bien sûr ce que mon collègue a dit, mais il y a aussi toute l'infrastructure. Tout simplement, une personne qui a une mobilité réduite n'a pas accès dans notre infrastructure, que ce soit éducatif ou autre. Il y a un effort énorme à mettre à ce niveau-là, parce que... Mais vous avez vous-même, vous, du mal. Bon, moi, je vis dans une prison perpétuelle. Moi, je sors de chez moi, je suis bloqué. Moi, je connais pas l'environnement. Moi, je suis bloqué tout le temps. Tout le temps. C'est quelque chose qui, pour moi, qui relève du croix et de la bannière, de pouvoir tout simplement aller faire un acte administratif quelconque. C'est quelque chose qui est terrible. Et sachant qu'il y a une loi qui a été, la loi sur les accessibilités, elle est faite en 2003. Oui, c'est ça, en 2003. Et les décrets d'application ne sont pas encore, à la date d'aujourd'hui, et ne sont pas faits sur quelque chose qui est d'absolument nécessaire pour les gens. Et ça vous donne un peu l'idée de sur quoi nous allons aller par rapport à cette affaire de projet de loi cadre. Et évidemment, tout ça fait que nous avons nos enfants, ils sont écartés de l'école. On ne peut pas espérer s'attendre à une espèce de bonne volonté, de bienfaisance, etc. C'est l'éducation quand même. C'est l'éducation des enfants qui partent déjà dans la vie avec un handicap. L'éducation, c'est vraiment le seul capital qu'ils vont avoir pour affronter la vie. Et les écarter de l'éducation. Parce que tout les écarte, c'est-à-dire l'infrastructure les écarte, les programmes les écartent, nos enseignants ne sont pas fermés pour. On a créé ce qu'on appelle les CLIS, c'est-à-dire des classes à l'intérieur des écoles. Mais ces CLIS, ils ne sont pas adaptés, les instituteurs ne sont pas formés, tout l'accompagnement médical et paramédical, il n'est pas fait. Et finalement, nous sommes en train, même à ce niveau-là, on est en train de reculer. Ce qui fait que nos enfants, ils sont écartés. Et dans la loi cadre, malheureusement, on parle d'une éducation qui va se faire par le biais de la société civile, c'est-à-dire, encore une fois, on trouve que l'État se décharge sur la société civile pour pouvoir prendre en compte l'éducation. Je vous donne un exemple. Alors, vous nous donnerez un exemple juste après la pause. On fera justement un point sur la situation aujourd'hui avec des chiffres. Vous avez peut-être des nouveaux chiffres à nous donner depuis l'étude de 2004 et la réelle situation pour qu'on puisse comprendre comment les handicapés vivent aujourd'hui chez nous au Maroc. On fait ça juste après une petite pause. La situation de nos concitoyens et concitoyennes qui sont handicapés, on va pouvoir aller plus en détail parce que c'est important aussi de faire prendre conscience comment on peut vivre en étant handicapé au Maroc. On voit un sujet de Alison Fernandez. 1 milliard de personnes dans le monde vivent avec un handicap, soit 15% de la population mondiale, selon des chiffres de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, en 2011. Au Maroc, les derniers chiffres dont on dispose datent de 2004, à l'issue d'une enquête nationale sur le handicap. Un peu plus de 5% de la population marocaine souffrirait de handicap, soit environ 1,5 million de personnes. Un ménage sur 4 serait touché de près ou de loin. Et il y aurait davantage d'hommes, 56,3% contre 43,7% pour les femmes. La majorité souffrirait de handicap physique, 56,2%, 24,9% de handicap sensoriel et 18,8% présenteraient des déficiences mentales.
L'incidence du handicap sur la situation démographique et socio-économique est manifeste. Les personnes handicapées se marient moins que les autres, l'âge du premier mariage est plus élevé et le taux de célibat est plus important. À 55 ans, il est de 14,3% chez la population handicapée contre 2,5% pour la population ordinaire. Ce désavantage du handicap est aussi perceptible sur les taux d'analphabétisme, de scolarisation et d'activité. Seulement 32% des enfants handicapés seraient scolarisés. Et moins de 30% des personnes handicapées de 10 ans et plus sont alphabétisées. En octobre dernier, le gouvernement a annoncé l'attribution d'une bourse aux enfants handicapés. Un budget d'1 milliard de dirhams a été alloué pour cela par le Fonds d'appui à la cohésion sociale. Quant à la participation à l'activité économique, elle est 2 fois plus importante chez les non-handicapés que chez les handicapés. Selon un arrêté datant de 2010, 7% des emplois du secteur public doivent être réservés aux personnes handicapées. Mais ce quota n'est pas respecté. Le chef du gouvernement lui-même avait relevé en octobre dernier la difficulté de respecter ce quota. Enfin, les personnes handicapées disent souffrir en raison des difficultés à avoir accès aux soins. Plus de la moitié d'entre elles disent avoir besoin d'une aide financière pour couvrir leurs besoins essentiels. Alors, juste histoire de chiffres, on reviendra. Il y a quelque chose qui vous a fait tiquer dans le reportage, c'est justement la bourse aux enfants à besoins spécifiques d'1 milliard de dirhams, qui avait été un engagement d'Abdelillah Ben Kiran, qui devait être alloué par le Fonds d'appui à la cohésion sociale. On va en parler. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on a des chiffres aujourd'hui? Vous avez eu 1,53 million de Marocaines et de Marocains handicapés. Est-ce qu'on a une idée? Ça, c'est des chiffres de 2004. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui? Alors, on parle pas de prévalence, pas en termes médicaux. On parle d'indice de propagation du handicap. Alors, est-ce qu'aujourd'hui... Je m'excuse, oui. On ne parlerait pas de propagation parce qu'il ne s'agit pas d'une maladie ni d'une contagion. Il s'agit de parler de prévalence. C'est une prévalence, d'accord. C'est une prévalence. Avant de réagir à la question très importante concernant les statistiques, un petit éclairage concernant l'éducation-scolarisation. Oui. Alors, comme vous le savez, la société civile est très hétérogène au Maroc. Ça veut dire que vous avez une société civile avec des visions différentes. Je vous prends l'exemple de la scolarisation. Il y a une partie de la société civile qui défend les structures spécialisées et qui considère que c'est le modèle idéal pour l'éducation des enfants en situation de handicap. Il y a une autre partie de la société civile qui défend en fait le droit à l'école, c'est-à-dire le droit à la scolarisation dans un circuit scolaire ordinaire. Alors dans le cadre du projet de loi cadre, il y a tout un chapitre relatif à l'éducation qui concrétise le droit à l'école pour tout enfant en situation de handicap. Deuxièmement, il y aura l'instauration de ce qu'on appelle des commissions d'orientation et d'accompagnement. On concrétise comment? Alors concrétiser, ça veut dire que... On peut dire ça pour aussi la scolarisation en milieu rural, mais concrètement. Ça veut dire au niveau des AREF, si vous permettez, au niveau des AREF, il y aura instauration des commissions qui vont se pencher sur ce qu'on appelle les aménagements, les adaptations au profit des enfants scolarisés. Donc le rôle de la commission... Donc aménagement programme, aménagement formation des enseignants, aménagement des examens, oui, adaptation des examens, les accessibilités, il y aura des recommandations à faire. Des examens? On parle d'adaptation des examens. Vous savez, il y a un gros problème. Le problème que nous avons en face de nous, c'est que d'abord on considère la question de l'handicap comme une question médicale. Et on parle d'handicap léger, handicap lourd et handicap sévère. Les sévères, on n'en parle pas. L'handicap lourd, on n'en parle pas. Les légers, on les prend en charge. Et qui les prend en charge? Ce n'est pas la société, ce n'est pas l'État, c'est la société civile. L'État se dégage de cette responsabilité. Il n'y a aucune responsabilité, clairement, je le dis et j'assume ma responsabilité là-dessus. L'État doit être responsable par rapport au devenir des citoyens et citoyennes handicapés marocains. Alors, je vous redonne la parole, la classification, parce que les classifications sont toujours dangereuses, hein, c'est souvent important. Vous êtes handicapé léger vis-à-vis de comment vous êtes considéré? Moi, on me considère comme un handicapé léger. Moi, je suis un handicapé lourd. Lourd. Je suis considéré comme ça. Mais permettez-moi de vous dire, juste par rapport à cette affaire de société civile qui est partagée, etc. Nous ne sommes pas à ce niveau-là. Nous avons un référentiel qui s'appelle la Convention des droits des personnes handicapées que le Maroc a ratifiée. La Convention, elle est claire sur l'éducation. Elle est absolument limpide. Nous n'avons pas de loi cadre. Nous sommes encadrés et par la Constitution et par la Convention que nous avons faite. Parce que cette loi cadre, il vient affaiblir les dispositions de la Convention.
il n'y a pas lieu maintenant, avec la Convention internationale que le Maroc a ratifiée, il n'y a pas lieu d'aller questionner des éventuels porteurs de projets. Nous avons un référentiel qu'il faut qu'on applique. C'est une obligation de notre pays, parce au fait qu'elle a ratifié la Convention. Ce que nous demandons, nous, c'est tout simplement, et attention, cette Convention, elle est considérée comme le standard minimum de droit. Et nous voulons le standard minimum de droit qui est dans la Convention. L'éducation, dans la Convention, elle est claire. Nous voulons appliquer ce qui est tout simplement dans la Convention. Et la Convention, elle charge l'État de sa responsabilité. Il n'est pas question qu'à l'heure actuelle, nos enfants qui présentent dans les 2,5 millions soient donnés aux associations qui vont, bien sûr, nous tirons le chapeau des associations, nous saluons le travail des associations, mais il y a la responsabilité de l'État. Nous avons un ministère. Ces enfants, ils relèvent aussi de ces ministères. Nous ne pouvons pas comprendre, à l'heure actuelle, comment nos enfants non-voyants ne sont pas inclus dans le système scolaire ordinaire. C'est une association avec vraiment tout le mérite et tout le remerciement qu'on devait le faire, le WAPAM, qui s'occupe de ces enfants. Mais ces enfants, ils ont aussi le droit d'être inclus dans le système scolaire. Les enfants non-voyants n'ont pas comment aller à l'école? Non, les enfants... Non, aujourd'hui non. Aujourd'hui, ils sont pris en charge par le WAPAM. Par l'organisation Alaouite. C'est une association qui s'occupe de ça. Je dis encore une fois que nous qui leur apprennent le braille, ce genre de choses. Non, mais exactement. Voilà. Exactement. Nos écoles n'apprennent pas le braille. Nos écoles ne prennent pas les enfants. Les enfants, ils intègrent, enfin, quand ils deviennent hommes, ils intègrent à l'université seulement, les non-voyants. Et ça, c'est pas normal. Et on est quand même à 1 million et 1 million quelques de personnes qui engagent leur avenir. Et après, une fois qu'on fasse ça, on va dire, OK, ils n'ont pas le niveau nécessaire pour pouvoir intégrer le marché du travail. Mais bien sûr, une fois qu'on leur a négligé toute leur vie, leur éducation et leur arrivée au marché de travail, ils ne sont pas pris, évidemment. Évidemment, c'est pour ça qu'il faut absolument revoir le système. Il faut que le système d'éducation prenne sa responsabilité. S'il vous plaît, par rapport, je continue et j'espère que personne ne puisse m'interrompre. Allez-y, j'apporte l'éclairage nécessaire. Alors, dans le monde entier, il y a 3 systèmes de scolarisation. Si on prend les pays du Nord, par exemple, l'inclusion, ça n'existe pas dans le monde. C'est utopique aujourd'hui. Il faut qu'on soit réaliste. Alors, il y a seuls les pays du Nord, la Suède, qui a mis une 50aine d'années pour mettre en place, soi-disant, inclusif. Si on prend le cas de l'Italie, le Portugal, il est en cours avec ce qu'on appelle la double option. Des structures spécialisées comme des structures communautaires et la scolarisation dans les classes ordinaires. La France, les 3 options. Les structures spécialisées, les classes ordinaires, les classes d'intégration. Au Maroc, on a une réalité, une problématique. C'est que nous avons des CLIS, comme la question qu'il faut... laissez finir ça, je vous ferai réagir. On va laisser finir. Il y a des CLIS, il y a des structures spécialisées, il y a les classes ordinaires. Je vais vous dire une chose. Dans la politique publique que le ministère a présentée, il y a le droit à l'école, il y a la scolarisation dans le système scolaire ordinaire. La vision de la vision. Vous aurez l'occasion de répondre. Je vous en prie. Si vous prenez la vision du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur, ça rejoint la politique publique, c'est-à-dire la scolarisation dans le milieu ordinaire. Nous sommes tout à fait d'accord. La question aujourd'hui, soit qu'on ferme les 157 structures spécialisées et ouvrir toutes les écoles, soit on va faire ce qu'on appelle la mise en articulation des 3 systèmes de scolarisation en créant des passerelles, en faisant l'accréditation et la reconnaissance des programmes. Je suis tout à fait d'accord avec les aménagements raisonnables, les accessibilités, l'adaptation. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui, attention, on va opter pour une seule voie. Non, nous avons 3 systèmes, il y a toute une histoire. Créons la mise en article, la mise en musique entre ces 3 systèmes. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Non, vous faites comprendre très bien, mais là, c'est là où on se demande, nous, c'est la responsabilité de qui de faire ça. Ça incombe au ministère de l'Éducation de faire ce travail. Bien sûr. Très bien. Donc, nous sommes tout à fait d'accord que dernièrement, le ministère de l'Éducation, il a décrété une stratégie à court terme, mais cette stratégie ne prend en considération en aucun cas les personnes handicapées. C'est ahurissant. Alors que là, vous nous présentez toute une théorie qui va permettre, en quelque sorte, de prendre en charge les personnes handicapées. Vous voulez dire qu'elle n'est pas intégrée dans la vision aujourd'hui du plan. Mais d'abord, nous ne sommes même pas au courant qu'il y a une vision. Nous ne sommes même pas au courant qu'il y a une stratégie pour ça. Ça, on l'apprend avec vous aujourd'hui et avec les téléspectateurs.
Et nous sommes quand même les acteurs de la... Nous, les personnes handicapées, c'est nous les personnes handicapées. C'est nous, la société civile. C'est nous qui devrions être concertés quand même à un minimum. Et on vient nous dire en plateau de télévision qu'il y a un programme pour l'éducation, etc., qui va prendre, etc., harmoniser le... Je veux dire, mais c'est vraiment... Je vois tous les gens qui sont en train de nous écouter maintenant et qui gèrent des structures et qui sont... Je me demande comment ils prennent cette affaire. Il faut quand même qu'il y ait un minimum de concertation avec ces gens qui font le travail sur le terrain chaque jour, avec les moyens difficiles, dans des conditions terribles qu'ils font, parce que c'est leur enfant, ils s'engagent parce que c'est leur enfant, parce qu'il y a un vide, ils se substituent à l'État parce qu'il y a un vide, et c'est leur enfant, ils voient l'avenir de leur enfant qui est en danger. Question très concrète, aujourd'hui, quelqu'un a un enfant handicapé, où il va ? Il va à une association. Alors, non, mais où il va? Ils veulent scolariser. Bon, la première des choses, on va dans une école. Qu'est-ce qu'on lui dit? On amène un enfant handicapé dans une école On amène un enfant, ça dépend de son handicap. Alors, évidemment, s'il y a un problème d'accessibilité, le directeur, il le refuse, tout simplement. Il a le droit de le refuser? Notre association... Est-ce qu'il a le droit de le refuser? Et il le fait. Mais bien sûr, c'est les faits. Et nous, on s'est fait... On a eu des cas juridiques. Nous avons porté plainte contre des directeurs comme ça qui refusent. Nous avons fait des courriers à n'en plus finir au ministère de l'Éducation sur un espace de 20 ans pour que nos enfants soient pris. Et une fois qu'il est pris, si le directeur veut bien l'accepter, alors là, il est affronté à tout le reste. Il est affronté à l'inaccessibilité, il est affronté à... Et les cas qui ont réussi, nous avons le cas d'une personne qui a été décorée par Sa Majesté le Roi. Cette personne, elle a été refusée. Et ses parents, ils ont insisté, parce que son père est journaliste, et ils étaient conscients de... Et ils ont insisté. Cet enfant, c'est une jeune fille, elle a été évaluée non apte à l'éducation ordinaire. Ses enfants, ses parents, elle a eu son bac, et elle est en train de suivre sa vie ordinaire. Je veux dire... ce que nous trouvons qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de volonté politique. Et deuxièmement, il n'y a pas de concertation. Il y a une expertise sur le terrain. Il faut demander, parce que ces gens-là, ils ont une expertise de vécu de chaque jour auquel il faut concerter. Mais si on sort un programme comme ça, évidemment, il va être refusé par tout le monde. Alors, j'ai quelques tweets que je vais vous lire. On a Fatima qui nous dit « En voyant juste nos trottoirs, nos bus, qui pour une personne en fauteuil roulant sont un casse-tête quotidien, je ne peux que dire, être handicapé dans cette société doit être un vrai parcours du combattant. » Alors ça, j'imagine que vous le confirmez. Hein, voilà, tout simplement. Écoutez, moi, alors là, on a parlé d'éducation, mais il y a aussi tout l'environnement, vous nous l'avez dit tout à l'heure. Vous, en tant qu'en fauteuil roulant, vous nous dites que vous êtes bloqué dans un environnement. J'ai eu un accident, donc c'est une fracture de la colonne vertébrale. Jusqu'à l'âge de 21 ans, je veux dire, j'étais, entre guillemets, valide, quoi. Et puis après, j'ai eu un accident. Et ça, je veux dire, je pensais jamais que ça peut m'arriver. Et comme ça, c'est quelque chose... Quand on fait des programmes, c'est on préserve notre avenir et l'avenir de nos enfants, d'abord. Et puis il y a l'âge. Vous savez, en parlant de statistiques, l'OMS, il parle de 15% de la population mondiale avec un handicap. 15% de la population mondiale. Et le 15%, elle est montée en 10 ans de 7% à 15%. Parce que, justement, la population est en train de vieillir, et la vieillesse, ça veut dire qu'il y a des limitations fonctionnelles, etc. C'est-à-dire, quand on préserve, quand on fait une politique, nous préservons d'abord nous-mêmes et notre avenir. Parce que personne, absolument personne, ne peut garantir en sortant et ne peut pas avoir un problème. Alors, en termes de loi sur l'accessibilité, là je parle vraiment d'infrastructures, que ce soit les accès, au moins dans les administrations publiques ou dans des lieux publics, est-ce qu'il y a des réglementations aujourd'hui, même par rapport aux promoteurs immobiliers, lorsqu'ils font de nouveaux projets, est-ce qu'il y a des législations? C'est une question pertinente. Je vous réponds juste, dire par rapport à la concertation, dans les jours à venir, on va présenter la politique publique à la société civile. Il y aura 2 ateliers, donc un atelier avec les 25 réseaux associatifs qui existent au Maroc. Le mercredi 13 janvier, il y aura une journée d'études au Parlement. Le collectif sera invité? Oui, bien sûr. Non, mais je pose la question parce que là vous êtes... C'est le grand... attendez, vous dites on va la présenter. C'est-à-dire, nous allons présenter un produit qui est fini. D'accord. À prendre... Ou apprendre. D'accord. Alors, il y aura 2 grands ateliers de concertation. Un atelier relatif à la politique publique. Et le deuxième atelier, ça va être pour valider avec la société civile les indicateurs de la Convention internationale. Donc, c'est le processus de la concertation d'ici le mois de mars.
Le mercredi prochain, une grande journée d'études par rapport au projet de loi cadre. Donc, encore le processus est toujours. Alors, par rapport à la question des accessibilités, Sir Khadiri a parlé tout à l'heure de la loi 2003. Il a fallu attendre 2003-2011 pour avoir le décret d'application. Donc, il a mis du temps, c'était du retard. Mais qu'est-ce qui manque pour que il manque les arrêtés conjoints et le cadre normatif. Voilà ce qui manque. Et la commission interministérielle du 24 novembre a pris comme mesure urgente, dans les jours à venir, de diffuser les 5 arrêtés ministériels conjoints. Avec un cadre avec la Banque mondiale, maintenant, aujourd'hui, on peut dire que nous avons un cadre réglementaire normatif. Parce que pour les accessibilités... Je vous arrête parce que est-ce qu'on peut pas... Non, mais je vais me parler vraiment de manière concrète. Je comprends à peu près ce que vous dites, mais qu'est-ce qui aujourd'hui bloque pour aller rapidement dire il faut mettre une rampe lorsqu'on doit aller à une Mokhtar? Est-ce qu'il faut avoir dans un supermarché, dans un immeuble, obligatoirement des accès, dans une école des accès? Je veux dire, c'est pas compliqué. Il y a des lois pour mettre la ceinture de sécurité, il y a des lois pour pas brûler le feu rouge. Qu'est-ce qui bloque? Nous sommes devant une loi qui est isolée. C'est une loi, ça s'appelle la loi sur l'accessibilité, mais elle n'est pas inclue dans les lois d'urbanisme marocain. C'est-à-dire, vous pouvez demander de faire un projet, vous pouvez avoir votre autorisation sans aucun problème, sans aucune mention. Ce que nous réclamons, et depuis des années, c'est que dans l'autorisation qu'on donne pour construire, ou pour refaire, pour réfectionner, il faut qu'il y ait l'obligation. Comme il y a quelqu'un au niveau de la commission de l'autorisation qui statue sur l'esthétique, il faut qu'il y ait quelqu'un qui statue sur... avant de délivrer des permis d'habiter, il y a des commissions qui arrivent de sécurité, d'hygiène, etc. Il y a 3 niveaux. Il y a le permis, pardon, je termine juste ça. Il y a l'autorisation de construire, il y a le permis d'habiter, et il y a une 3e étape qui est la conformité, le certificat de conformité. C'est-à-dire, on pourrait clôturer le système si on fait ça. Mais pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Je veux dire, on n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas. Ce qui manquait, c'est qu'il manquait ce qu'on appelle les arrêtés. Il y a la loi, il y a le décret d'application et les arrêtés. Et il faut un cadre normatif. Vous savez que les accessibilités, il y a les accessibilités architecturales, urbanistiques, de communication, de transport. Donc il y a 5 arrêtés. La mesure urgente qui a été prise sur les 10 mesures urgentes, c'était de diffuser les arrêtés. Nous avons aujourd'hui des drafts d'arrêtés conjoints qui vont être signés. Nous avons aussi le cadre normatif qui a été travaillé avec la Banque mondiale. Et on va présenter Marrakech comme une ville pilote parce qu'on a fait toute une étude pour présenter comme un modèle. Vous avez raison, les accessibilités, c'est transversal. Et c'est le rôle des collectivités territoriales, les agences urbaines, parce que vous savez que le handicap, c'est toujours sa transversalité, aussi bien horizontale par rapport aux secteurs gouvernementaux, et aussi verticalement jusqu'au point territorial. C'est très complexe. Il fallait quand même les arrêter et le cadre normatif. Et je crois que c'est ce qui manquait depuis 2011, malheureusement. Il a mis du temps. Est-ce que, alors, d'un point de vue, là, on a parlé de politique, on parle de la société civile, au niveau culturel, c'est vrai qu'on l'a dit tout à l'heure. Il y a aussi différents types d'handicaps où il y a aussi surtout les handicaps mentaux. Où, alors moi quand j'entends ces chiffres-là, on s'étonne de ne pas voir. On n'en voit pas. Hein, si on se balade, il suffit de se balader en ville. Après, on peut comprendre, vu l'état des trottoirs, et rien que si vous avez une poussette, vous vous rendez compte à quel point c'est dur de faire bouger quelque chose qui a des roulettes. Donc j'imagine pour vous. Mais est-ce que culturellement, chez les Marocains, vous sentez que ça a évolué? Est-ce que excusez-moi d'utiliser ce terme parce que ça peut être est-ce qu'on sort? Est-ce que les familles sortent leurs handicapés? Est-ce que ça a évolué? Est-ce que ça a changé? Je peux dire que ça a nettement évolué. Moi, je suis devenu handicapé en 83. Pratiquement, on m'a rejeté d'un restaurant parce que je portais des béquilles. Mais il y avait des marches. Quoi, vous preniez trop de place ou quoi? Non, parce que parce qu'il fallait un accompagnement et que je sois soutenu pour que je puisse accéder à ça. Donc j'ai été rejeté. Mais maintenant, on trouve que la société a pratiquement changé depuis un bout de temps, où on voit plus d'enfants dans la rue, on voit plus de familles qui supportent. Mais là encore, c'est un travail de fond qui a été fait aussi bien par la société civile que par les familles. Ils jouent un rôle cardinal là-dessus. Les familles ont réellement un appui important par rapport à leurs enfants. Et moi, j'en connais
un grand nombre de familles qui actuellement prennent en charge leurs enfants et les mettent dans la... ils se permettent de se balader avec les enfants tout en prenant le temps d'expliquer aux autres les problèmes de leurs enfants. Et je prends par exemple notre ami qui a un enfant autiste et qui a un problème lorsque son enfant fait ses crises dans un restaurant ou un autre, il faut qu'elle explique à tout le monde, voilà, c'est sa crise. Donc déjà le fait que les familles s'impliquent, prennent en charge la visibilité de leurs enfants, c'est quelque chose de très important. Ce qui n'est pas fait, ce qui devrait être systématique, si on avait tous les moyens d'accessibilité. Et parce que, en parlant d'accessibilité, on parle aussi de communication et de moyens de communication qui permettent à ces enfants de s'épanouir et de s'exprimer. Ce n'est pas le cas. Nous avons beaucoup à faire pour qu'on puisse en parler. C'est aussi la communication. Je pense que les médias ont joué un rôle important à ce sujet. Ils ont joué un rôle très important et ont permis de faire connaître la question de l'handicap à la masse. Et ça, c'est très important. Permettez-moi juste de dire 2 mots sur cette affaire de culture, de la modèle de représentation du handicap. Vous savez que ça a évolué. C'était le modèle charitable, après c'est devenu médical, après c'est devenu une affaire de droit de l'homme. Au Maroc, malheureusement, même au niveau de l'élite, la personne handicapée est considérée comme un malade. Et un malade, qu'est-ce qu'on fait? On le met à l'hôpital. On essaie de le guérir, un malade. Donc on le met au corps médical. Il est considéré comme un malade, donc il faut le soigner. Et on s'arrête là. Nous avons eu des discussions avec les membres du Parlement, avec l'élite, qui considère toujours que la personne handicapée, c'est une personne pour laquelle il faut quelques mesures sociales, quelques mesures de prise en charge, quelques mesures de solidarité dans le meilleur. Et cette culture qui n'évolue pas vers une approche sociale, vers une approche de droits de l'homme, il bloque. Parce que je vous dis par exemple, un parlementaire qui voit la personne handicapée comme un malade, il va faire une bonne loi. Il va faire une bonne loi, en toute bonne foi. Mais cette loi, elle va être une loi pour un malade. C'est-à-dire, on va faire des hôpitaux, des centres de rééducation, etc., etc. Mais on va négliger le transport, l'accessibilité. Donc c'est pour ça que cette affaire culturelle, c'est une affaire extrêmement primordiale. Il faut que ça évolue. Et il faut d'abord que ça évolue auprès de notre élite, qui nous font des lois, qui nous font des politiques et qui prennent les décisions pour nous. Il faut qu'ils nous considèrent, comme vous avez commencé, comme des citoyens et des citoyens à part entière et pas des citoyens à part. Et ça, c'est important par rapport à l'aspect culturel. Vous ne voulez pas de condescendance, vous ne voulez pas de pitié, vous voulez tout simplement un handicapé. Il y a des handicapés gentils, il y a des handicapés méchants, il y a des handicapés honnêtes et malhonnêtes. Vous êtes citoyen marocain. C'est-à-dire que c'est toute la diversité de la société. Que la charité, nous sommes un peuple qui est charitable. Mais la charité, c'est personnel. Il ne faut pas que l'État nous fasse de charité. C'est ça qui nous choque. Il ne faut pas que l'État nous fasse des lois, comme cette loi dont on parle, des lois qui vont dans le sens justement de cette approche de condescendance et de pitié et de humanitaire, etc. Nous voulons être considérés comme... Alors, je voulais juste vous faire réagir sur le 1 milliard de dirhams sur lequel Ben Keren s'était engagé à allouer par le Fonds d'appui à la cohésion sociale pour soutenir les enfants à besoins spécifiques sous forme de bourse. Qu'est-ce qu'il en a été de ce milliard? Avant de parler du Fonds d'appui à la cohésion sociale, c'est juste par rapport au modèle situationnel. Dans le projet de loi, il y a la définition qui présente le handicap comme étant une situation avec les barrières de l'environnement, dans la culture, évidemment. Donc on peut dire que dans le projet de loi cadre, on a adopté quand même la définition la plus qui s'inscrit dans l'approche droit, parce que c'est le modèle interactionniste entre et la déficience et l'environnement. Il y a aussi dans l'article 3 la discrimination. On a pris la même définition de la Convention internationale. C'est très important. Et l'article 3, il y a les 7 principes dans le respect de la dignité des personnes et l'égalité. Par rapport au Fonds d'appui à la cohésion sociale, cette année, il y avait comme vous le savez, le fonds, il y a le programme Tissir, les femmes veuves, il y a la composante handicap.
Il y a une partie de l'appui à la scolarisation avec 25 millions de dirhams. Ensuite, il y a l'appui au projet AGR avec 5 millions de dirhams. Les aides techniques et l'appareillage, 6 millions de dirhams. Et le renforcement de ce ça a été débloqué, ça a été débloqué, oui, bien sûr. Non, pas encore. Par rapport à l'appui à la scolarisation, il y a 4700 bourses pour 4700 enfants. C'est dans le projet de loi de finances Oui, la loi de finances 2015. L'enveloppe, c'était 50 millions de dirhams. Pardon. Alors, ça c'est vraiment un problème qui est pour nous terrible. Alors, rapidement, parce que c'est vraiment les dernières minutes de l'émission. Ce fonds de cohésion sociale, nous attendons qu'il y ait un fonds qui aide, qui soutient. Nous avons parmi nous des personnes qui ne peuvent jamais travailler. Il faut qu'il y ait la solidarité nationale. Nous attendions à ce que ce fonds puisse prendre en charge les familles, puisse soutenir les gens dans leur vie quotidienne. C'est-à-dire, à l'instar qui se fait ailleurs, en Tunisie, en Algérie, en France, il y a des allocations pour les personnes adultes, etc., etc. Qu'est-ce qu'on ne sort? Sur les 8 milliards qui est sûr, dans les trois, c'est 8 milliards de dirhams pour Taïsir, pour le Ramed et pour les personnes handicapées. On espérait qu'au moins, en fait, on parle de 13 milliards de dirhams dans ce fonds. Qu'est-ce qu'on ne sort? 50 millions de dirhams. C'est-à-dire, nous espérions quand même pour les personnes handicapées qu'il y a au moins 2 milliards de dirhams. On nous sort 50 millions de dirhams. Et ces 50 millions de dirhams, on donne 14 millions de dirhams à l'entrée nationale pour faire l'infrastructure, pour gérer ce fonds. Et le reste, ça nous fait 36 millions, on le distribue sur les associations, pour faire le travail que l'État doit faire. Et qu'est-ce que ça fait? Nous avons 1200 associations au Maroc pour 36 millions de dirhams, et basta. On ne sait pas par rapport à l'horizon de temps, est-ce que ça va s'arrêter, est-ce que ça va continuer. Maintenant, monsieur le chef de gouvernement, il a parlé d'1 milliard. Mais ce milliard, d'ailleurs, on est extrêmement reconnaissant envers ça. Encore que c'est l'argent du peuple, c'est un fonds qui est quand même le fonds qui est voté par le Parlement dans le cadre de loi de finances. Maintenant, nous souhaitons que ce fonds réponde à ce besoin d'aller combattre la pauvreté extrême que les gens vivent et soutenir les gens dans ce cadre-là. Et pas en saupoudrant les associations. Encore, les associations, ils ont besoin de soutien. C'est-à-dire, nous sommes pour le soutien de l'association. Alors, pour finir cette émission, je vais vous lire une réaction sur Facebook de Mounir qui nous dit tout simple, je pense que ça va résumer tout ce que vous avez dit. Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. Je pense que c'était une bonne manière de conclure l'émission. Je suis désolé, on doit rendre l'antenne. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Excellente soirée sur Média TV. Ne ratez pas la rediffusion en deuxième partie de soirée. Si vous nous avez pris en route, excellent week-end à lundi.